Être à la tête d'une entreprise publique économique en Algérie, c'est un rôle énorme, avec d'immenses responsabilités, on le sait. Mais est-ce qu'on mesure vraiment, vraiment bien le poids juridique de chaque décision? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Considérez ceci comme un guide pour y voir plus clair dans le dédale des obligations qui pèsent sur les dirigeants. Voilà la question qui doit interpeller. Parce que dans ce genre de poste, où les enjeux sont colossaux, une simple méconnaissance, un petit oubli, peut avoir des conséquences très, très lourdes. Pas seulement pour la carrière, mais aussi sur le plan juridique. Alors oui, il est temps de plonger dans ce cadre pour bien sécuriser le mandat. Ok, voilà notre feuille de route. On va commencer par les bases, le cadre juridique. Ensuite, on ira au cœur du sujet avec les 4 obligations fondamentales. On verra aussi cette nouvelle exigence de résultat, c'est super important. Puis, on parlera des pièges à éviter et on finira avec une checklist bien pratique. C'est parti. Première étape donc, le cadre juridique. Il faut voir ça comme les fondations de la maison. Avant même de parler stratégie ou business, il y a la loi. Et ce n'est pas juste une contrainte, c'est la structure qui définit les règles du jeu. Le rôle de dirigeant, ce n'est pas de l'improvisation, c'est une partition bien précise qu'il faut maîtriser. Bon, quels sont ces textes exactement? On a d'abord le code de commerce, la base pour tout le monde. Puis, plus spécifiquement pour les EEP, il y a l'ordonnance 0104. Et bien sûr, les statuts de l'entreprise elle-même et le contrat de management. Mais s'il y en a un à retenir vraiment la pierre angulaire de tout ça, c'est le fameux décret exécutif 90-290. C'est lui qui va vraiment nous intéresser aujourd'hui. Justement, quand on dit dirigeant, de qui parle-t-on au juste? Eh bien, le décret est super clair là-dessus. Ça ne vise pas seulement le numéro 1, le directeur général par exemple. Non, non. Ça inclut aussi son équipe rapprochée, les cadres de direction qui sont à ses côtés. Le périmètre de responsabilité est donc large et bien établi. Allez, on attaque le gros morceau, les 4 obligations fondamentales. C'est vraiment le cœur du réacteur. Et attention, ce ne sont pas juste des lignes dans un texte de loi. Ce sont de vrais principes à incarner au quotidien. C'est là-dessus que tout repose. La légitimité, la protection juridique, tout. Alors, les voilà ces 4 piliers. D'abord, la gestion. C'est simple, il faut gérer l'entreprise avec sérieux et prudence. Ensuite, la loyauté. Ça, c'est crucial. Agir toujours dans l'intérêt de l'entreprise et uniquement celui-là. Troisièmement, le devoir de rendre compte. Il faut être transparent, informer le conseil d'administration, les actionnaires. Et enfin, la conformité. C'est le socle de tout. Respecter la loi. Point final. Et parmi ces 4, il y en a une sur laquelle on va s'arrêter un instant. La loyauté. Si on devait en choisir une comme étant la plus importante, ce serait sans doute celle-là. C'est vraiment la clé de voûte. Ça veut dire une chose simple, mais fondamentale. Chaque décision, chaque action doit être guidée par une seule et unique boussole. L'intérêt de l'entreprise. Rien d'autre. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, cette loyauté, elle se décline en 4 règles d'or. 1. La fidélité. Si une opportunité d'affaires se présente, elle est pour l'entreprise, pas pour soi. 2. La non-concurrence. Ça paraît évident, mais il ne faut pas jouer sur 2 tableaux. 3. La confidentialité. Ce qui se passe dans l'entreprise reste dans l'entreprise, les secrets stratégiques sont protégés. Et 4, le plus délicat peut-être, éviter les conflits d'intérêts. Si on a un intérêt personnel quelque part, il faut le dire et se mettre en retrait. Ces 4 points, c'est la garantie d'une gouvernance saine. Maintenant, attention, on aborde un tournant majeur dans la fonction de dirigeant. Fini le temps où il suffisait de bien gérer ou de faire de son mieux. Aujourd'hui, on est passé à autre chose, l'exigence de résultats. La question n'est plus est-ce que le travail a été bien fait, mais est-ce que les résultats ont été atteints? C'est un changement de mentalité complet. Ce tableau l'illustre parfaitement. Avant, on parlait d'obligation de moyens. En gros, il fallait prouver qu'on avait mis tous les efforts nécessaires pour y arriver, même si le but n'était pas atteint. Aujourd'hui, on est dans une obligation de résultat. Le contrat de management fixe des objectifs clairs, souvent chiffrés, et il faut les atteindre. Ce n'est plus une suggestion, c'est une condition du mandat. Et ce n'est pas juste une mode de management, c'est noir sur blanc dans la loi. Regardez cet article 8 du décret 90-190, il est limpide. Le contrat de travail fixe notamment les objectifs et les obligations de résultat. Le moins important, c'est fixe, c'est pas peu fixé, c'est une obligation. La performance devient donc un engagement juridique incontestable. Ok, on a vu le cadre, les grandes obligations, maintenant on entre dans la zone rouge, les pièges à éviter, les erreurs concrètes, les faux pas qui peuvent coûter très très cher, sur le plan professionnel comme sur le plan juridique. C'est le moment d'être vraiment vigilant. Parce que c'est bien beau la théorie, mais dans la vie de tous les jours, c'est quoi concrètement les erreurs à ne pas commettre? Quels sont les vrais pièges qui peuvent faire dérailler un mandat? Les identifier, c'est déjà la meilleure des protections. Alors, en voici quelques-uns, et pas des moindres. Premier piège, négliger de faire son reporting au conseil d'administration.
c'est une faute grave. Un autre, classique, confondre la caisse de l'entreprise avec son propre portefeuille. C'est non, absolument non. Omettre de déclarer un conflit d'intérêts, même potentiel, c'est jouer avec le feu. Et puis, il y a le fait de prendre des décisions critiques sans avoir la bonne autorisation, ou d'ignorer complètement la gestion des risques. Chacun de ces points, c'est une bombe à retardement. Bon, après tout ça, pour finir, on va synthétiser. On va se faire une petite checklist, un genre d'audit rapide. C'est un outil pratique pour s'assurer régulièrement que tout est bien aligné avec les exigences du mandat. Voilà les 6 réflexes à avoir pour un leadership à la fois performant et sécurisé. 1. Bien connaître son mandat. Il faut relire régulièrement son contrat, les statuts. 2. Agir avec loyauté, toujours. 3. Gérer avec diligence, c'est-à-dire avec prudence. 4. Rendre des comptes avec transparence. 5. Assurer la conformité légale, se tenir à jour. Et enfin 6. Ne jamais perdre de vue les résultats. C'est un tout. En suivant ce cycle, on navigue beaucoup plus sereinement. On termine avec cette question. Et ce n'est pas juste pour la forme, c'est une vraie invitation à une introspection honnête. Est-ce que le leadership mis en place est vraiment calibré pour répondre à ce niveau d'exigence? Parce qu'au bout du compte, la performance et la pérennité d'une entreprise publique économique, ça repose directement sur la capacité de son dirigeant à incarner jour après jour ses standards d'excellence et d'intégrité